Salut mes petits créateurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo atelier couture dans lequel on va faire une petite guirlande de fanion comme celle-ci. Et pour pouvoir faire ça, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir logiquement du tissu, comme ça. Bon là je vous montre juste une chute, mais du tissu. Également du biais. Voilà, moi j'ai choisi un joli biais ocre qui je trouve se marie très bien avec le tissu que je vais utiliser. Il va vous falloir une longueur assez conséquente de biais, plus ou moins conséquente selon la longueur de guirlande que vous souhaitez faire, mais évidemment plus vous allez vouloir de fanion, plus le biais devra être long. Si vous n'avez pas de biais chez vous, ou si celui que vous avez à disposition ne correspond pas, ne se marie pas bien avec votre tissu et que vous souhaitez faire autre chose, notamment utiliser le tissu comme ça qui va vous servir à faire vos fanions. Si vous voulez faire du biais dans le même tissu, c'est possible à partir de chutes comme celle-ci. Alors par contre évidemment beaucoup de biais, donc beaucoup de chutes, sachant que pour vous expliquer brièvement, on va prendre cette chute là et on va couper dedans et ensuite coudre les morceaux qu'on a découpés bout à bout afin de faire un biais en continu. Donc évidemment si vous voulez faire une grande guirlande, il va vous falloir beaucoup de chutes. Ça va aussi prendre plus de temps, ce qui est logique puisque normalement on le prend tout fait, mais là ce n'est pas le cas, il faut le temps de la fabrication. Mais en revanche c'est très simple, pour peu qu'on sache comment on fait, c'est vraiment pas une question de complication, c'est tout à fait abordable. On va également avoir besoin d'une petite règle, d'un crayon de papier. Alors moi j'utilise un crayon de papier gras, c'est un 5B parce que là vous voyez par exemple j'ai un tissu qui est noir et sur le noir le crayon de papier je trouve ressort très bien, ce qui n'est pas le cas avec les feutres qui partent à l'eau et je suis pas hyper fan de la crétailleur donc je n'en utilise pas, mais la crétailleur ou un feutre qui part à l'eau fait tout à fait l'affaire. On va avoir aussi besoin de notre petit patron évidemment. Le mien fait 10,5 cm ici et 13,5 sur les autres côtés. Il est téléchargeable gratuitement sur le blog, à la seule différence qu'au lieu de faire 10,5, il ne fait que 10. Mais honnêtement, ça fait pas une très grande différence. Vous pouvez aussi également faire votre propre patron aux dimensions que vous désirez. Et sur celui qui est téléchargeable sur le blog, vous n'avez juste qu'à l'imprimer, découper sur les lignes et c'est dans la boîte. Là, on va aussi avoir besoin de notre petit fil, évidemment. Pour ceux qui, comme moi, voudraient faire de la broderie, moi je vais broder un prénom sur un des fanions, vous aurez besoin de votre fil de broderie. Ça, mes petites aiguilles. Pour ceux qui vont coudre à la main, je vais faire à la main et à la machine hein, pour montrer à tout le monde, mais pour ceux qui veulent faire à la main, vous allez avoir besoin d'aiguilles, c'est mieux. Là, j'ai ma petite aiguille de couture et mon aiguille de broderie. Si vous n'avez qu'une seule aiguille sous la main, ça fait parfaitement l'affaire. Hein. L'aiguille à coudre fait tout à fait office d'aiguille à broder. Je veux dire, vous vous enquiquinez pas à aller acheter des aiguilles à broder si vous n'en avez pas. C'est pas très grave. Mes petites paires de ciseaux, là j'ai une grande paire de ciseaux pour découper mon tissu. Posez doucement. Et là, une petite paire de ciseaux pour découper mes petits fils qui dépassent. Une seule paire fait aussi parfaitement l'affaire. Ne vous embêtez pas à aller acheter une paire de ciseaux spécialement pour couper les fils. La grande, elle coupe très bien aussi. Hein. C'est moi parce que je trouve ça plus simple. Elle est plus petite, plus fine, plus précise. Elle peut aller couper plus au bord. Celle-ci, elle est un peu usée. Elle coupe un peu moins bien, donc je m'embête pas. Mes petits passe-fils. Ça, c'est mon petit passe-fil préféré. Celui-ci fait très bien l'affaire, mais je l'aime beaucoup moins. Je le trouve trop fragile. Et celui-là, il est magique. Vous verrez quand je l'utiliserai un peu plus tard dans la vidéo. On va aussi avoir besoin, et ça, vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais d'un petit bout de papier. Bon, alors moi, c'est une sorte de post-it où il n'y a pas de collant, donc j'utilise ça, mais une feuille A4 ou n'importe quelle feuille, pourvu qu'elle soit dotée d'un angle à 90 degrés, sera tout à fait parfaite pour le travail qu'on va lui demander de faire. Vous verrez pourquoi, ce sera pour la fabrication du biais plus tard. Maintenant qu'on a présenté tout le matériel, je vous propose de passer à la réalisation. Alors on va commencer par découper nos petits triangles de tissu dans nos chutes avec le patron, une règle pour faire des traits droits, le crayon et la paire de ciseaux pour découper quand on aura fait tous nos tracés. Alors, les traits de construction, au mieux, c'est de les faire sur l'envers de votre tissu, puisque c'est sur l'envers que vous allez coudre. Et moi j'ai la chance ici d'avoir, comme vous voyez, un tissu qui est pareil sur les deux faces, il n'y a pas de coloration différente.
Contrairement à celui-ci, par exemple. Là, on voit clairement qu'on est sur l'envers, le dessin est beaucoup moins bien visible que sur l'autre face. Voilà. J'ai aussi également la chance d'avoir un tissu qui a des motifs géométriques qui n'ont pas vraiment de sens précis, contrairement à celui-là, où on voit clairement un sens du motif. Et là, par exemple, pour prendre votre patron, vous n'allez pas pouvoir... Je vous montre sur ce côté-là parce que sur ce côté-ci, vous verrez pas le sens parce qu'on voit vraiment très très peu les motifs sur l'envers. Mais vous ne pourrez pas couper dans ce sens-là puisqu'autrement votre fanion va se trouver dans ce sens-là et ça n'a pas de sens. Il faudrait le couper ici. Moi, ma chute est trop petite. Mais voilà, il faut vraiment faire attention au sens du motif. Autrement, ici, moi, je vais pouvoir aller me placer un peu n'importe où, là où j'ai envie, pour peu que je réussisse à avoir mon petit centimètre de marge, parce qu'on n'oublie pas que le patron n'inclut pas la marge. Donc, je vais venir me positionner par là. Voilà, je vais prendre ma règle et je vais venir tracer mes traits de construction. Traits sur lesquels je vais coudre, mais pas traits sur lesquels je vais découper. Ça, c'est bien important de le garder en tête. On va couper 1 cm plus loin, 1 cm, on va pas au millimètre près, hein, mais globalement 1 cm plus loin que le trait qu'on est en train de tracer. Hop. Alors, on n'oublie pas aussi que pour faire un fanion, il me faut 2 triangles. Donc là, par exemple, je sais que mon 1 cm, il va se trouver à peu près par là. Donc, il ne faut pas que je replace la pointe de mon triangle au même endroit. Sinon, ici, sur cet angle-là, j'aurai pas de marge. Donc, il va falloir que je me mette plus loin. Je vais aller me mettre par là. Ou ce que je peux même faire, c'est venir le coller dans ce sens-là. Alors, si vous avez peur de faire bouger votre patron quand vous faites vos tracés, n'hésitez pas à prendre une petite épingle comme ça et à venir épingler là. Ça vous permet de le maintenir en place. Bon, par contre, du coup, avec la règle, ça va être beaucoup moins pratique parce qu'il y a l'épaisseur de l'épingle. Bon, ça fonctionne aussi. Voilà, maintenant que j'ai mes 2 triangles qui sont tracés, je vais venir découper. Alors, soit vous prenez votre paire de ciseaux, comme ça. Soit vous avez la chance d'avoir un tapis de loisirs créatifs, comme ça, dans ce goût-là, avec une roulette. Et dans ces cas-là, vous pouvez venir... Hop. Voilà, maintenant que j'ai mes 2 triangles qui sont découpés, vous voyez là, j'ai pas rattrapé alors que j'ai plus qu'1 cm, hein, j'ai 1,5 cm, mais c'est pas gênant. Je vais me concentrer sur la broderie. Alors moi je brode, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais d'ailleurs je vais retirer le tapis. Hop. Cette guirlande, moi je la fais pour l'anniversaire d'un petit garçon, donc j'ai eu envie de broder son prénom sur un des fanions. Voilà, moi je me suis rendue sur le site dafonte.com qui est un site de police d'écriture que je trouve super complet. Il y a plein de thèmes différents. Voilà, vous avez arabe, russe, déco, old school, médiéval, lettrine. Moi je suis allée dans calligraphie parce que je trouve que c'est le thème qui va le mieux coller à l'exercice qu'on va faire. Dans aperçu, si j'y arrive, dans aperçu ici j'ai tapé le prénom que je veux broder, valider. Et ça me propose toutes les polices qui correspondent au thème que j'ai choisi. Je suis descendue un petit peu dans la page et j'ai cherché une police qui me plaît bien. Voilà, celle-ci, je la trouve assez sympa. Elle reste plus ou moins enfantine, aussi moderne, pas trop l'un et pas trop l'autre. J'aime bien. Sur mon tissu, je suis venue placer des repères, une ligne en haut, une ligne en bas, que je ne vais pas nécessairement suivre à la lettre, mais qui vont me donner un ordre d'idées de ce que je ne veux pas dépasser, c'est-à-dire que ma plus grande lettre, je ne voudrais pas qu'elle dépasse trop au-dessus de la ligne et trop bas en dessous non plus. On a aussi à garder en tête ces 2 traits là sur les côtés qui sont les traits sur lesquels on va faire la couture. C'est-à-dire que si votre lettre, ici au niveau de l'extérieur, elle dépasse, elles vont se retrouver coincées dans la couture, puisqu'au final, à l'intérieur ici, on va plier sur le trait. Et du coup, c'est un petit bout de lettre qu'on ne verra pas. Ce que je vous suggère le mieux, c'est même de vous faire un petit repère vers 4-5 mm
à l'intérieur à côté du trait. Et comme ça, on est sûr, on va faire comme ça et on est sûr que nos lettres dépasseront pas. L'inconvénient avec cette guirlande, si vous voulez broder un prénom, c'est que ça va pas pouvoir être un prénom super long. Marie-Elisabeth, ça rentrera jamais, par exemple. Là, on est sur du 6 ou 7 lettres grand maximum, je pense. Ou alors, il faudra broder tout petit. On risque de pas très bien le voir. Ça risque de ne pas être très précis, ni très joli. Après, vous pouvez toujours prendre le parti de le broder dans la diagonale. Vous avez un peu plus de place. Pas énormément, mais un petit peu. Ça pourrait éventuellement... Ah, Marie-Elisabeth, ça passera pas quand même. Hein. Mais vous avez peut-être une ou deux lettres en plus, cadeau. Éventuellement des initiales dans ces cas-là, si vraiment le prénom que vous avez choisi ne rentre pas. Mettez les initiales, je trouve que c'est quelque chose qui passe très bien aussi. Voilà. Après, je prends mon petit tissu où j'ai fait mes repères et je viens placer tissu sur le prénom que je veux broder et je vais me servir en fait de la luminosité de l'écran de ma tablette et de la transparence de mon tissu pour décalquer. Si vous n'avez pas de tablette comme celle-ci, vous pouvez éventuellement utiliser votre écran d'ordinateur. Je sais que je l'ai déjà fait, c'est un peu casse-bonbon, mais ça se fait sans problème, j'ai déjà fait plusieurs fois. Vous pouvez également faire une capture d'écran, imprimer sur une feuille A4 et soit utiliser une tablette lumineuse si vous en avez. Je sais que moi j'en ai une que j'ai achetée pour pas grand chose chez Action qui fonctionne très très bien. Et si ça vous n'avez pas non plus, vous pouvez utiliser une vitre et du coup la lumière du jour. Ça fonctionne très bien. Vous imprimez votre feuille, vous mettez 2 petits bouts de scotch, vous scotchez votre feuille sur la vitre et vous décalquez comme ça. Ça fait parfaitement l'affaire. Donc moi je vais aller décalquer mon petit prénom et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai écrit mon petit prénom ici, voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir passer à la broderie. Donc on va prendre notre fil et notre aiguille. Alors moi j'ai pris ce bleu là qui je trouve se mariera très bien avec l'ensemble des couleurs de la guirlande. Et je vais séparer mon fil en le nombre de brins que j'ai envie d'utiliser pour la couture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait un fil de broderie comme ça est constitué de 6 brins, c'est-à-dire 6 petits fils indépendants les uns des autres qui sont finalement torsadés sur eux-mêmes pour faire un fil qui est plus épais. Et moi j'ai décidé de ne prendre que 3 brins, ça va être facile puisqu'il y en a 6, donc ça va me faire 3 et 3. Je sépare ici, voilà. Au préalable j'aurais déjà coupé la longueur de fil que j'estime nécessaire, et ensuite une fois que je les ai séparés ici, je les prends comme ça. Je passe mon index au milieu et j'accompagne le fil. Voilà, je les accompagne pour éviter qu'il s'entortille sur lui-même. De temps en temps, j'hésite pas à relâcher pour le désentortiller. Bon là, je l'entortille plus que... c'est pas grave. Et je continue et ça jusqu'au bout. Ensuite, je passe mon fil dans le chat de l'aiguille. Hop. Avec mon petit passe-fil. Voilà. Ce petit passe-fil là, il est génial. En fait, c'est un petit crochet qui vient se mettre dans le chat. Avec le crochet, j'attrape le fil, je le fais passer à l'intérieur. Ça passe comme dans du beurre. Il n'est pas prise de tête et pas fragile comme ceux-là qu'on connaît, que tout le monde connaît. Ça, j'aime pas. Alors, quand j'ai pas le choix, je l'utilise. Parce que quand j'ai des aiguilles avec des tout petits chats, forcément, mon petit crochet va pas rentrer dedans. Ça, l'avantage, c'est que c'est peut-être fragile, mais au moins, ça passe partout. Petite astuce que m'a apprise ma grand-mère pour faire un nœud rapidement au bout du fil. Je viens... Ah, bah là j'en avais déjà fait un, je vais le couper pour l'exemple. Voilà. Je viens donc pincer mon fil entre mon pouce et mon index. Je fais un tour, je fais croiser le fil avec lui-même. Je roule entre mes doigts et avec mon majeur, je viens ici pincer et je tire. Je tire et voilà, comme vous voyez, ça me fait un petit nœud nickel. Bon, ici, comme il ne s'est pas fait totalement au bout, je vais venir recouper. C'est pas gênant, c'est juste moi, voilà, j'ai envie de recouper, donc je le recoupe. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et alors, pour cette broderie, on va utiliser le point de tige, qui est très simple, il faut juste le connaître, et je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. Par le dessous, je viens faire ressortir mon aiguille au tout début de mon S, ici. Voilà, je viens là, je vais retourner mon ouvrage parce que ce sera plus simple. Puisque je vais le broder, les points vont aller de gauche à droite, donc c'est plus simple pour moi. Je vais venir coincer le fil vers moi avec mon pouce. Ensuite, on va piquer un peu plus loin sur la lettre et faire ressortir l'aiguille exactement
ou pas tout à fait exactement, mais le plus proche possible en tout cas, de là où ressort le fil de juste avant. Ok, on tire. Voilà, alors on essaye de serrer un petit peu pour que ça fasse quelque chose de pas trop lâche, mais on essaye de pas trop serrer non plus pour pas que ça fasse froncer le tissu, ça rendrait la chose beaucoup moins esthétique. Et on continue, je pique un peu plus loin, je fais ressortir sur le point d'avant. On n'est pas obligé d'être hyper précis, là je m'enquiquine à être précise, mais de toute façon s'il y a des petits loupés c'est pas très grave, c'est aussi ce qui fait le charme des cadeaux à la main. Enfin du fait main, hein, de façon générale, pas que des cadeaux. Ok. Hop, je vous propose d'accélérer un petit peu le reste de la vidéo jusqu'à ce qu'on arrive à la courbe d'en bas parce que j'aurai des choses à vous dire là-dessus. Ok, alors, comme vous pouvez le voir ici, je vais faire mon point au niveau de là où la courbe change de sens. C'est-à-dire qu'ici, on était dans ce sens-là, et là, on va partir dans l'autre sens. Et du coup, si on continue à faire nos points comme on les connaît depuis le début, c'est-à-dire, voilà, je l'ai fait dans le bon sens forcément. Hop. Voilà, si je continue à faire mes points dans ce sens-là, ça va pas aller. Oui, hop. Si je fais comme ça, c'est-à-dire que je pince avec le pouce et qu'ici je tire. En fait, étant donné que c'est notre fil là qui donne la direction à la courbe, ça convient pas. Il faut passer le fil par en dessous et continuer dans ce sens-là. Et alors, étant donné que moi je veux continuer à broder mes points de gauche à droite, je pincerai dorénavant mon fil avec l'index par le dessus, mais vous pouvez aussi très bien continuer à pincer par le dessous avec le pouce, mais dans ces cas-là on change de sens et on va de droite à gauche. Moi je trouve ça un peu plus compliqué, donc on va rester comme ça. Hop. Et je continue. Alors là on a une courbe qui est assez serrée, donc ce que je vous suggère fortement, c'est de faire des petits points. Bon, j'ai eu un petit problème de caméra qui a décidé toute seule qu'elle arrêterait de filmer, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai un petit peu avancé sans vous avant de m'en rendre compte, mais on va continuer ensemble, c'est pas gênant. Ok, du coup là je suis arrivée à la fin de mon fil. Ce que je vais faire pour le terminer, que ce soit la fin de mon fil ou parce que je suis arrivée au bout de l'ouvrage, c'est la même chose. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais faire rentrer mon aiguille exactement là où mon point que je viens de faire se termine. En fait je repasse juste par-dessus le point que je viens de faire. Hein. Hop, voilà. Comme ça j'arrête. Et ici j'ai fait exprès de faire des points qui sont un peu trop larges pour vous montrer l'exemple, vous voyez, de la petite courbe de ce que je disais tout à l'heure. Et pour rattraper ça, c'est tout à fait réalisable. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ressortir mon aiguille juste à la jonction de ces deux points là. Et l'idée c'est de venir faire une boucle qui va venir emprisonner le point qui n'est pas à sa place pour le remettre à sa place, justement. Donc je vais passer par-dessus ce fil-là, le passer l'aiguille en dessous et repiquer exactement de l'autre côté, exactement là où je viens de faire rentrer l'aiguille finalement. Je tire, ma petite boucle s'est créée et elle est venue maintenir le point à sa place. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, pour terminer, avec ce qui me reste de fil, peut-être pas tout, mais le maximum possible, je vais venir serpenter sous les points que j'ai sous l'ouvrage pour emprisonner le fil
le plus possible. L'idée, voilà, c'est vraiment que le fil soit emprisonné sur une bonne longueur, de le perdre totalement sous les points pour que ça résiste au lavage. Alors là, c'est une guirlande, hein, donc c'est un objet décoratif. Je pense pas qu'il ira très souvent à la machine, mais ça vaut pour tout, hein. Si vous voulez broder sur un vêtement, c'est la même technique. Voilà, j'ai coupé. J'en suis là. Je vous ai tout expliqué, tout ce qu'il y avait à savoir sur ce fameux point de tige. Du coup, je vous propose que je termine de broder moi toute seule de mon côté et qu'on se retrouve après. Voilà, la broderie est terminée. Mon petit prénom, voilà ce que ça donne. J'ai corrigé un petit peu là où j'aimais pas trop ce que ça donnait. Et on va pouvoir passer à la couture des deux triangles l'un sur l'autre. Alors normalement vous devez avoir fait vos traits de tracé sur du coup l'envers de votre tissu, puisqu'on va coudre endroit sur endroit. Donc ça va se retrouver entre mes deux tissus, puisque ça du coup c'est l'endroit, hein, et ça c'est l'envers logiquement. Là je mets mes traits de construction face à moi, je positionne mes deux triangles l'un sur l'autre. Là, avec le, vous verrez pas, mais avec le relief de la broderie, j'essaye de voir que mon prénom entier se retrouve bien pas sur les lignes de construction du triangle du dessus, histoire que ce soit relativement bien centré. Ensuite, je vais prendre mon fil et mon aiguille. Voilà, moi j'ai pris ça. Alors j'ai pris un fil rouge, sachez que, bon après si vous pouvez prendre un fil qui est assorti, c'est mieux, vous êtes plus ou moins sûr qu'on verra pas les coutures. Honnêtement, si vous cousez assez serré, enfin tout du moins pour ceux qui le font à la main, si vous faites des points qui sont assez serrés, on ne les verra pas quoi qu'il arrive, donc c'est pas gênant. Si vous avez que du violet et que votre tissu est bleu, bon bah c'est pas gênant. Alors on va utiliser le point arrière pour ça. Le point arrière est pas compliqué, c'est un des points à la main, tout du moins, qui est le plus résistant, si ce n'est le point le plus résistant. Je vais venir faire sortir mon aiguille juste là, à la jonction de mes deux traits de construction. Voilà. Bon, ça m'a fait un caca là. Hop là. Hop, je vais replanter mon aiguille plus loin ici pour être sûre, puisqu'au final après le biais va se retrouver à peu près sur ce trait là. Donc comme ça on est sûr que cette couture là sera emprisonnée dans le biais et que ça tiendra bien sur la longueur. Et je fais ressortir un peu plus loin, c'est à dire que mon fil ressort ici à peu près au milieu de l'entrée et de la sortie de mon aiguille. Alors on fait attention quand on a une bonne longueur de fil comme ça, de pas l'enrouler sur lui-même, de pas que ça fasse de nœud parce que ça risquerait d'être gênant. Je continue. Je repique du coup ici sur l'entrée, juste là, hein, l'entrée du point que je viens de faire. Je fais rentrer mon aiguille et je la ressors de l'autre côté de mon fil. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire que ce côté-là à la main. Je ferai l'autre côté à la machine pour montrer l'exemple de ceux qui le feraient à la machine. Et bon, étant donné que ça va être redondant, ça va être toujours la même chose jusqu'au bout, je vais m'asseoir, parce que là je suis debout. Donc je vais m'asseoir et puis je vais continuer assise tranquillement. On va accélérer tout ça et on se retrouve quand je serai arrivée au bout. Voilà, je suis arrivée au bout de mon trait et là dans ces cas-là, ce que j'aime bien faire quand j'ai fini de coudre, c'est venir passer ici mon aiguille dans le premier point et venir tirer un petit peu dans le sens de la couture. Ça va me permettre de resserrer un petit peu tous les points parce que quand on coud à la main, on a tendance à être un peu lâche. Hop.
Voilà, je passe mon aiguille en dessous, puis je tire vers moi dans le sens de la couture. Maintenant, je vais pouvoir faire mon petit point d'arrêt à la main. Donc là, je vous conseille de ne pas faire la méthode de serpenter, parce qu'on va quand même beaucoup manipuler quand on va le retourner, ça risquerait de ne pas tenir. Donc ce que je fais, c'est qu'arrivé au bout ici, je vais faire un petit point. Bah là, je le fais là, mais si vous continuez tout à la main, évidemment, vous le faites quand vous êtes arrivé en haut. Important, ici, on a un trait de construction, mais là, on ne coupe pas. Ce sera cousu dans le biais. Donc, j'ai fait un tout petit point ici, hein. J'ai pris un tout petit bout de tissu dans mon aiguille. Je viens faire une petite boucle. Je passe mon aiguille à travers la boucle. Ça nous fait un petit nœud. J'hésite pas à recommencer cette même opération. Au minimum 2 fois, 3 c'est mieux. Comme ça on est sûr, aïe, on est sûr que ça tient bien. Ok, voilà. On va pouvoir couper. Voilà, donc pour ceux qui cousent à la main, ne faites pas comme moi, ne vous arrêtez pas au bout, vous faites votre petite pointe ici et vous continuez tout le long jusqu'ici. Et là, vous pouvez arrêter, faire votre petit nœud et couper. Moi, ce côté-là, là, je vais le faire à la machine. Voilà, j'ai préparé mon petit matériel, j'ai installé ma machine, je suis prête, j'ai fait mes petits réglages, enfin j'ai rien touché puisque j'utilise toujours le même réglage, enfin en tout cas quand je fais ce point-là. Je ne vais pas vous expliquer pour vous parce que ça va dépendre de la machine que vous utilisez. Je peux que vous montrer la manipulation qui reste la même, c'est-à-dire la couture en elle-même. Donc je vais venir poser ici mon pied presseur. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais là j'ai une petite encoche sur mon pied presseur et c'est l'encoche. Je vais faire en sorte que cette encoche-là, elle suive bien mon trait, autant que possible, tout du moins. Je vais poser mon pied sur la pédale. Je suis désolée si ça bouge un petit peu. Et je vais, hop, d'ailleurs je vais le poser un petit peu plus près du bord. Et je vais appuyer tout doucement. Voilà, ensuite ici, ça c'est mon reverse. Bon, il y en a qui n'ont pas de bouton, moi il faut le faire à la main. Je refais des petits points en arrière, ça va me permettre de bien bloquer mon fil et éviter que tout se découse. Voilà, j'y vais doucement, j'essaye de suivre mon trait. Je vous montre lentement. Voilà, quand j'arrive au bout, je refais encore mon petit point arrière. Hop, et je reviens. Je lève mon pied, je tire et je viens couper mon fil. Voilà. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fini de coudre mon côté à la main, mon côté à la machine. Du coup, pour ce qu'on fait à la machine, on vient couper ici les petits fils qui dépassent. Bon, là, j'en ai un qui s'est tout entortillé dedans. Bon, c'est pas très grave. Hop, je coupe ici, je coupe là. Bah, j'ai pas coupé. Voilà. Et ensuite, on va venir recouper nos marges de couture. Donc, on va prendre la paire de ciseaux et on va venir couper ici, je dirais à environ 2 mm à peu près de la couture. Ici en haut, je vais la raccourcir peut-être un petit peu, histoire d'avoir peut-être plus 1 cm, là je pense plus 1,5 cm, mais voilà. Je fais attention à ne pas repasser sur ma couture, hein. Si je coupe vraiment à ras la couture, mais pas dessus, bah, autrement ça tiendra plus. Voilà. On fait pareil sur tous nos fanions. Normalement, vous avez tout cousu, ils sont tous prêts. Et une fois que vous avez coupé toutes vos marges, vous n'avez plus qu'à ouvrir et retourner. Alors,
on retourne doucement, à plus forte raison quand on a cousu à la main parce que ça, le point arrière a beau être résistant, ça reste quand même fragile. Hein. Alors là, quand on arrive à la pointe, on essaye de pousser le plus loin possible avec le doigt, mais étant donné que celui-là, l'angle est très obtus, non très pointu. Oh, mes cours sont loin, je me souviens plus. Bon, en tout cas, il est pointu, ça c'est sûr. Donc soit je le fais, j'y arrive au doigt, mais moi c'est pas mon cas. Soit il y a la technique de le faire avec l'aiguille, ce que moi j'aime bien faire. Faut être délicat, mais on vient planter l'aiguille ici, puis on essaye de pousser vers la sortie depuis l'extérieur de l'ouvrage. Sinon, on prend une pointe d'une paire de ciseaux comme ça. Mais alors là, faut être vachement délicat. Moi, j'ai toujours peur d'abîmer mon tissu en forçant un peu trop. Bon, là, vous voyez qu'on voit mes traits de couture, mais c'est pas grave. Normalement, on ne devrait plus trop les voir une fois qu'on aura repassé. Et oui, le fer à repasser que j'ai mis dans la liste, il n'est pas là pour rien. Il aura une véritable utilité, même pour ceux qui ne feront pas de biais. Ok. Donc à la fin, comme je vous dis, ici on viendra aplatir, on viendra ouvrir au maximum ici. On posera à plat et on viendra mettre un petit coup de fer pour bien marquer. Il y a des tissus qui marquent bien avec l'ongle, mais rien ne vaut un bon coup de fer à repasser. Hein. Voilà. On aura ça. Maintenant, on va s'attaquer à la fabrication du biais pour ceux qui n'en auraient pas. Alors avant toute chose, il faut savoir ce que c'est le biais. Comme son nom l'indique, il est fait dans la diagonale, donc dans le biais d'un tissu. Voilà. Il faut aussi savoir quelle largeur on a. Moi par exemple, il fait 20 mm, c'est-à-dire qu'ici j'ai 2 cm. Ici j'ai 1 et ici j'ai 1. Et quand on l'ouvre, on a 1 plus 2 plus 1, ça nous fait 4. Donc en fait, on a un biais de 20 mm, mais il nous faudra donc le double de largeur puisqu'on va le replier. Pour trouver le biais du tissu, puisque comme je vous ai dit, il est coupé dans la diagonale, et pas n'importe quelle diagonale, en fait, il est coupé à 45 degrés par rapport au droit fil du tissu. Le droit fil, pour ceux qui auraient la chance d'avoir une lisière sur leur chute de tissu, il est toujours parallèle à cette lisière. Donc pour là, ce ne sera pas compliqué. Il vous suffira de trouver 45 degrés par rapport à la lisière. Si jamais vous avez une chute de tissu, comme celle-ci, bon, celles-ci, elles sont trop petites. Bon. Celle-là, par exemple, je vais couper ce petit bout ici. Voilà. Celle-là, par exemple, n'a pas de lisière. Donc, il est où, ce droit fil, finalement? Eh bien, sachez que dans le sens du droit fil, le tissu n'est pas du tout élastique. Il va donc falloir trouver là où il n'y a pas d'élasticité. Par exemple, si je fais ça, vous voyez, le tissu il est extensible, il y a de l'élasticité. Ici aussi, si je fais comme ça, je dirais qu'il y a une petite élasticité aussi. Et comme ça, et bien comme ça, pas du tout. Vous voyez, je force et pourtant, j'arrive pas du tout à l'étendre. Donc mon droit fil, il est dans ce sens-là. Il va me falloir prendre ma petite règle, mon crayon, et je vais tracer un repère. Je vais aller tracer mon repère ici, par exemple. J'essaye de me retrouver le plus possible parallèle par rapport aux petites mailles du tissu. Je trace mon trait. Et maintenant, il faut trouver 45 degrés, puisque le biais, c'est 45 degrés par rapport à votre droit fil. Pour ceux qui auraient une équerre, ou une règle de patchwork, la règle de patchwork, elle indique un grand nombre de valeurs d'angle. Je crois qu'il y a 90, 45, il y en a d'autres. Enfin, en tout cas, ce sera facile pour vous de vous repérer grâce à cette règle. Pour ceux qui ont une équerre, on le sait, l'équerre, elle a un angle à 90 et 2 angles à 45 sur les côtés. Si vous n'avez, comme moi, ni équerre, ni règle de patchwork, c'est là qu'intervient, il est coincé sous la machine, mais c'est là qu'intervient le petit bout de papier. Ce petit bout de papier, il a un angle à 90. Il va donc falloir plier ce papier en deux, bord à bord. Comme ça. Et on a notre angle à 45 qui est créé. Il faut maintenant placer notre grand côté le long du trait que l'on vient de tracer. Comme ça. Ensuite, je vais poser ma règle ici. Comme ça. Et tracer mon trait. Voilà, mon biais, il est là. Maintenant,
on sait qu'il nous faut 4, enfin moi en tout cas je sais qu'il me faut 4 cm de largeur pour le biais. J'ai constaté tout à l'heure par chance que cette règle là fait pile 4 cm de largeur. Donc ce que je vais faire pour pas m'enquiquiner, c'est poser ma règle ici contre le trait que je viens de tracer et retracer un autre trait de l'autre côté. Voilà. Et là, ça me fait pile 4 cm, c'est parfait. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une règle ou un outil qui fait pile la largeur dont vous avez besoin, ce que vous pouvez faire, c'est venir faire un repère à partir de l'angle à 90 ici. Vous placez votre règle, vous faites un petit repère, moi à 4 cm et vous à là où vous avez besoin, des deux côtés de l'angle. Comme ça, voilà. Bon, on n'est pas au millimètre près, hein. Si vous avez 4,1 ou 3,9, ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, je prends mon petit angle à 90 que je viens poser contre un des traits, mon trait de biais que j'ai fait, celui-ci où je crois que c'était celui-là le premier. Et je vais faire glisser ici de haut en bas jusqu'à trouver la coïncidence entre ma petite encoche à 4 cm sur mon papier que je viens de faire et le bord du tissu. Voilà. Maintenant, je me sers de ça pour faire mon petit trait. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, ici avec ma règle, je vais faire se rejoindre ce point-là et ce point-là. Voilà, on continue de faire ça ici aussi. On fait ça sur toute la chute ou presque. Par exemple, ici, vous voyez, je vais pas m'enquiquiner en refaire un parce que ça va me faire un tout petit rectangle qui sera grand comme ça. Et ça vaut pas le coup de se donner du mal pour avoir un tout petit morceau de ce genre. Donc on fait ça là où on peut avoir quelque chose qui va vraiment nous servir, hein. Une bonne longueur quand même. Alors, si vous avez pris l'option parce que vous aviez le choix et que vous avez choisi de le faire, ou alors parce que vous n'avez pas le choix, ce que je comprends tout à fait, de faire du biais vous-même, gardez en tête que là, pour la guirlande que je vais faire, alors je ne sais plus si j'ai fait 5 ou 6 fanions, mais en tout cas pour la longueur que je veux, il me faut 1,80 m de biais. Pour fabriquer 1,80 m de biais, il va vous falloir quand même un sacré nombre de chutes, hein. Enfin une bonne surface de chute, parce que vous voyez là on va faire peut-être 20 cm, ici 15, ici 10. Va falloir les mettre bout à bout et pour arriver à 1,80 m, il va falloir un sacré paquet de chutes. Voilà, moi je vais en faire que 3 ici, je vais les découper en suivant les traits que je viens de faire. Je vais pas m'embêter à en faire plus parce que 3 pour l'exemple ça suffira largement. Alors, maintenant qu'on a ça, c'est là que vont intervenir les petites pinces ou les épingles. Pour ceux qui ne seraient pas nécessairement à l'aise de le faire comme ça, c'est venir poser angle sur angle, ici, et pareil ici. Alors moi celui-là, je vais le maintenir en place pendant que je vais m'attaquer à celui-ci. On va devoir tracer la diagonale. Pas cette diagonale là, on ne trace pas la diagonale qui part de l'angle qui a été créé, on trace bien celle qui est, j'ai envie de dire, parallèle à l'intérieur de l'angle. Hop, une et deux. On va reprendre le fil et l'aiguille qu'on avait utilisé précédemment ou la machine pour ceux qui en ont une. On refait notre petit nœud magique. Voilà. Et le point arrière.
Je pense que de toute façon, dans tous les tutoriels, dans tous les ateliers couture que je vais vous proposer, tout ce qui est couture à la main se fera au point arrière. Donc voilà, je viens piquer ici, je viens repiquer près du bord, mais pas trop parce que sinon le tissu pourrait s'effilocher, mais le plus proche possible du bord sans faire effilocher le tissu. De toute façon, ici, si vous avez, comme moi, là, un petit millimètre qui n'est pas pris dans la couture, ce n'est pas grave, parce que ce côté-là va se retrouver à l'intérieur du biais. On ne le verra pas, il sera emprisonné dans la couture, ça ne devrait pas du tout être dérangeant pour la suite, et ça ne devrait pas non plus fragiliser la finalité de l'ouvrage. Voilà, arrivé tout au bord, je repique comme si j'allais faire un nouveau point, mais au lieu de le ressortir plus loin, je le ressors exactement au même endroit. Enfin, au même endroit que là où sortait mon fil précédent. Ensuite, comme pour tout à l'heure, j'hésite pas à venir resserrer mes petits points. Ok, maintenant que j'ai ça, je prends ma paire de ciseaux et je viens couper ici. Alors cette fois-ci, pas trop près du bord parce qu'après on va devoir venir repasser pour ouvrir et bien marquer les plis à l'intérieur. Vous comprendrez. Je vais vous montrer. Ok, comme ça. Ensuite, on ouvre là. Et donc l'idée, c'est venir ouvrir ici, là. Et avec le fer à repasser, ou avec l'ongle si votre tissu s'y prête. Bon, le mien un petit peu mais pas trop. On ouvre ici, on repasse, on aplatit bien. On fait la même chose de ce côté-là. En fait, on fait pareil sur toutes les coutures. Hein. On ouvre. Et on va repasser. Une fois que ce sera repassé, vous verrez que hop, de l'autre côté, ça nous donne ça. Voilà. Ensuite, l'étape un peu plus compliquée, enfin, pas compliquée mais plus galère, ça va être en premier lieu de venir plier notre biais en deux pour marquer le milieu. Ça, vous pouvez le faire juste à l'ongle, vous n'êtes pas obligé de le faire au fer. Juste à l'ongle, ça suffit parfaitement. Voilà, on appuie un peu, on marque pour ensuite cette moitié-là et celle-ci par la suite, cette moitié-là, la plier en deux, bord à bord avec la marque qu'on vient de faire, avec le pli qu'on vient de faire. Et c'est là qu'intervient le fer à repasser encore une fois. On vient repasser ici pour bien marquer, sauf si évidemment votre tissu se prête au marquage à l'ongle. Le mien pas suffisamment, ça tiendra pas suffisamment en place. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, là c'est pour l'exemple, mais je vais le faire au fer de mon côté plus tard, comme ça. Et quand on refermera, voilà, ça nous fera un joli biais comme ça. Si je peux vous montrer avec l'exemple de ce fanion là, vous voyez, le biais sera ouvert, on viendra poser notre fanion parallèle à la jonction du milieu, enfin parallèle au milieu du biais, on viendra refermer le biais par-dessus. Voilà. Moi, je le fais pas avec le tissu, c'est pas parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire du biais moi-même, ça m'occuperait, mais du coup je trouve que ça ressortirait pas assez, vous voyez. Si je prends ce biais là et que je le pose ici, voilà, là je trouve que du coup les fanions ressortent vachement mieux, ça les fait ressortir et puis ça rajoute une petite touche de couleur que j'aime bien, voilà. Donc je vous laisse faire, pour ceux qui en ont besoin, je vous laisse faire votre biais de votre côté. Alors voilà, pour coudre nos petits fanions sur le biais, il va nous falloir savoir combien de biais on a besoin, de combien de longueur.
Là, moi, je me suis coupé 1,80 m, mais je vais avoir besoin d'un peu moins. Mais voilà, ça me permet d'avoir une petite marge au cas où je me rate. Pour savoir de combien on a besoin, c'est pas compliqué. On va prendre les mesures qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la largeur, les plus grandes largeurs de nos fanions. Donc ici, normalement, moi j'ai 10 cm pour chaque fanion. Vous, ça dépend de quelle taille vous avez voulu les faire. On va aussi avoir besoin de savoir combien de longueur de guirlande on laisse sur les extrémités pour pouvoir l'accrocher. Moi j'ai choisi 35 cm. Je rajoute 2 cm parce qu'ici on va faire un petit peu de couture. Je pense qu'on n'aura besoin que d'un, mais j'ai préféré prendre un de plus pour être sûr. Et de la largeur d'espacement qu'on veut entre deux fanions. Au début, j'avais penché pour 10, mais quand j'ai commencé à mettre en place mes petits fanions sur le biais, je me suis rendu compte qu'ils étaient super espacés les uns les autres. 10, c'était trop. J'ai choisi de diviser par 2 et donc de faire 5. Donc, on sait qu'il nous faut, je vous ai fait un petit schéma ici, on sait qu'il nous faut donc 35 cm ici plus de 37, qu'on a un certain nombre de fanions, moi j'en ai 6, donc on a besoin de 6 fois 10 cm, 6 fois 10, et 5 fois 5. 5 cm par espacement et on a 6 fanions, donc 5 espacements. Donc on a 2 fois 37 plus 6 fois 10 plus 5 fois 5. On calcule le résultat, enfin ça c'est pour moi et pour ceux qui font les mêmes mesures que moi. Ça nous fait donc 25 cm de moins qu'1,80 m. J'aurais dû calculer à l'avance, j'ai eu tort de ne pas le faire. Ça nous fait donc 1,55 m. Ce qu'on va faire, alors, moi je vais prendre un mètre ruban. Pour ceux qui n'en ont pas, une règle conviendra très bien. Vous faites des petits repères, une règle de 30 cm. Là par exemple, moi je sais que je vais avoir besoin de 37. Vous faites un repère à 30 et vous refaites un repère plus loin à 7. Ça fonctionne. Alors, voilà, comme ça. Et comme toujours, hein, chez maman, on n'est pas au millimètre près. Donc on fait un petit repère ici. J'ai pris mon mètre que pour faire 35, ça m'évite de faire des manipulations, mais après je vais finir à la règle. Je prends mon premier fanion que je viens poser ici. Moi j'ai mes petites coutures, mais là c'est pas gênant. Par contre si toi tu pouvais ne pas tomber, c'est mieux. Je pose ici la pointe de mon fanion sur le repère que je viens de faire. J'essaye de le mettre quand même bien au milieu pour qu'il soit bien pris dans la couture après. Je referme le biais par-dessus. Et là, je viens prendre une petite pince. Alors moi, j'ai choisi une pince parce que je trouve ça plus pratique. Mais si vous avez des épingles, comme celle-là, ça fonctionne très bien, les épingles. Le seul inconvénient, je trouve, c'est que selon le tissu, selon l'épingle, la qualité, parfois, elles sont pas très pointues. Je trouve que ça peut abîmer le tissu, ça fait des petites traces de trous. Donc, à choisir, je préfère faire les petites pinces. Mais si j'ai pas assez, je prends des épingles, ça fonctionne aussi très bien. Là, je vais prendre ma petite règle. Je vais ouvrir le biais ici, partir du bord du fanion que je viens de poser, poser ma règle le long du milieu sans bouger. Je viens faire un repère du coup à 5 cm, puisque du coup là ça sera l'espacement entre deux fanions, puis un autre du coup à 15, puisqu'on aura un fanion de 10 cm qui est posé là. Je vais vous montrer comme ça, après je vais faire tous mes repères et placer mes fanions ensuite. Et là, normalement, voilà, mes deux repères correspondent parfaitement ou presque parfaitement. Là, moi, c'est parfait, donc c'est nickel. Moi, si vous avez un léger décalage, c'est vraiment pas gênant. C'est là qu'on voit qu'on a bien travaillé, qu'on a bien, coupé, et on a bien tracé nos traits. Hop. Je suis désolée, je crois que vous avez entendu le chat qui arrête pas de râler. Voilà, et du coup il me reste une bonne longueur à la fin. Voilà. Alors, maintenant qu'on les a tous accrochés, voilà à peu près du coup ce que ça va donner. C'est super chouette, moi j'aime beaucoup. Alors avant de s'attaquer à la couture sur elle-même, on va faire une jolie finition au bout ici. Parce que là, vous voyez, c'est pas très joli, ça s'arrête net, ça risque de s'effilocher avec le temps. Donc on va refermer ça dans un petit bout de tissu. Alors, j'ai pris 2 cm ici et 4 là.
j'ai pris 4 ici parce que du coup c'est la largeur de mon biais. Donc vous, si vous avez 3, vous faites 3, si vous avez 5, vous faites 5 et ainsi de suite. Je vais venir ici, plier, moi j'ai déjà marqué les plis. Je plie ici un tout petit peu, j'ai peut-être 3 mm, 2-3 mm. Je replie vers l'intérieur, je viens poser mon biais. Alors pas totalement fermé comme ça, mais pas totalement ouvert non plus. Bah, je viens de poser comme il est hein, finalement. Je viens de poser ici. Il arrive à peu près au milieu. Ensuite, je ferme ce côté-là vers l'intérieur. Et les petites ailettes qui sont sur les côtés, je ferme aussi. Je vous conseille fortement, si vous avez encore votre fer à repasser sous la main, de venir mettre un petit coup de fer. Ça vous permettra de bien tout maintenir en place. Moi ça va, le mien était pré-plié, je l'avais pré-plié à l'ongle. Mais sinon ça vous évitera de devoir tout tenir avec le doigt. Et on referme le biais sur lui-même et ça va nous donner une jolie petite fin de cordon comme ça. Voilà, je vais prendre mon aiguille. Alors que vous le fassiez à la machine ou à la main, ce petit point là, je trouve que c'est mieux de le faire à la main. On va faire un point invisible ici pour refermer. Alors faites super attention parce que du coup, là si je tire, le biais n'est pas cousu donc ça va l'enlever, il faudra recommencer la manipulation. Ce serait dommage. J'ai fait un petit nœud au bout de mon fil comme d'habitude et je viens piquer ici à l'intérieur. Je passe, vous voyez, bien sous mon petit bout et je viens faire ressortir l'aiguille au maximum possible à l'intérieur du pli. Voilà, je veux pas me mettre sur la tranche, je veux pas me mettre vers l'extérieur, je veux essayer de rentrer au maximum vers l'intérieur. Alors on vous demande pas d'aller au milieu vraiment parce que ça servirait à rien, mais d'être vraiment pas sur la tranche quoi, le plus possible hors de la tranche vers l'intérieur. Je fais ressortir mon aiguille pas loin et ensuite je viens piquer sur la face de l'autre côté comme ça, toujours sur l'intérieur. Je pique et je fais ressortir vraiment pas loin à côté. Voilà, je tire et je fais pareil, je reviens sur l'autre face. L'idée du coup c'est vraiment de maintenir les deux faces l'une avec l'autre. Hop. Je pense que pour ceux qui font à la machine après, de toute façon on repassera par-dessus, histoire de bien maintenir, parce que là du coup, ok il est cousu avec lui-même, mais c'est pareil, là si je tire, le biais il n'est pas pris dans la couture, donc le biais n'est pas accroché au petit bout. Donc si je tire, si je fais pas attention, je risquerais d'embarquer mon petit bout et le biais se retrouvera tout nu. Donc à la machine, je viendrai repasser par-dessus en surpiqûre. Voilà, on peut continuer à faire la même chose ici. C'est pas nécessaire. Moi, je pense que je vais pas le faire parce qu'on risquerait de voir mon fil. Voilà, donc moi j'ai fait au fil rouge pour que vous puissiez voir. Maintenant, pour ceux qui font à la main, je vous suggère fortement d'utiliser un fil qui se fondra au maximum dans la couleur de votre biais, si tant est que ce soit possible pour vous. Sinon, c'est pas grave, ça va juste vous demander plus de précision, d'être plus méticuleux, puisque du coup, on va utiliser le point arrière, et que le point arrière, ben, sur l'avant, il est pas mal, mais sur l'arrière, il est beaucoup moins bien. Vous voyez, sur l'avant, ici, on voit les petits points. Alors moi, là, j'ai pas été super régulière, vous voyez, ça fait des zigzags. Ça, c'est ce qui vous va falloir éviter au maximum. Et sur l'arrière, ben, on voit que c'est un fil qui fait des retours en arrière et qui revient. Donc il est doublé. Si vous ne faites pas ça hyper proprement, ce ne sera pas joli. Là, étant donné que c'était une couture qui va se retrouver à l'intérieur, je vous avoue que j'ai pas franchement fait d'effort. Puisque de toute façon, on ne la verra pas. Vous, par contre, c'est une couture qui va se voir. Surtout si vous prenez le parti, parce que c'est possible. Hein, si vous prenez le parti d'utiliser un fil de couleur, par exemple, là, on pourrait très bien coudre en rouge pour rajouter encore une touche de couleur. C'est moi pas mon goût personnel, mais c'est possible. Si vous aimez ça, il n'y a vraiment aucun problème. Mais du coup, si c'est une couture qui va se voir, qui va se démarquer du fond, il va falloir vraiment s'acharner à faire des points les plus réguliers possibles, les plus droits possibles. Et je pense aussi que même si vous êtes le plus régulier possible,
pour ceux qui ont fait tout du moins une broderie, que l'avant du point se retrouve sur la face où il y a la broderie, histoire que l'arrière du point soit celle qu'on ne voit pas, enfin soit sur la face qu'on ne verra pas. Ici je vais continuer à la main pour vous montrer ce que ça fait. Alors je vais pas forcément être hyper régulière puisque moi je vais découdre et le faire à la machine après. Donc ici je vais rentrer et je vais ressortir de l'autre côté. Sans nœud c'est mieux. Voilà. Et c'est là que je vais m'attaquer à mon point arrière. Donc moi j'ai choisi rouge, comme ça vous voyez bien. Alors là pour le coup, étant donné que la couture va pas être retournée, qu'elle va rester comme ça, vous n'avez pas besoin de venir resserrer les points comme je le fais, comme je vous l'ai montré précédemment, parce que là bah du coup ça tient très bien comme c'est. Hein. C'est pas gênant. Moi je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas aller coudre tout ça parce que j'en ai pour une éternité. Je vais revenir directement là, quoique au final, en fait la couture reste la même, c'est juste que quand vous allez passer ici, bah c'est là, vous voyez, vous allez passer sur, il y a déjà une épaisseur de tissu puisque vous avez la marge ici qui est repliée sur elle-même, donc déjà ici il y a une petite épaisseur. On rajoute en plus l'épaisseur du biais. Pour peu que vous ayez un tissu un peu épais, ça risque d'être un peu difficile à passer. L'aiguille elle va peut-être avoir du mal à passer ici. Si vous pouvez faire un point qui rentre ici et qui ressort un petit peu plus loin, ouais, quoique même j'arrive pas à prendre toute la marge. Bon, c'est là que en plus j'ai les doigts qui glissent, ça rentre pas. Voilà, j'ai réussi, mais voilà, il m'a fallu forcer un petit peu. C'est pas grave, hein, ça va pas être comme ça tout du long, ça va être vraiment que sur les bordures. Parce que c'est là qu'il y a vraiment une grosse épaisseur de tissu. C'est là que le dé peut être intéressant. Mais bon, voilà, vous avez compris, vous faites votre petite couture tout du long. Moi, je vais aller découdre ça, je vais replacer la machine et on est parti pour le faire en machine. D'ailleurs, je reviens et on va utiliser le découvite, je pense que ça peut être intéressant. Alors, j'ai fait l'erreur, ne faites pas la même erreur que moi. Mon premier découvite, j'ai enlevé cette petite boule qui est là. Il faut pas l'enlever. Je l'ai appris à mes dépens. Alors c'était il y a bien longtemps, hein, mais je sais que du coup vous pourriez éventuellement faire l'erreur. On vient placer la boule ici, on va la passer à l'intérieur, enfin on essaie de la passer sous notre petit point de couture ici, vous voyez comme ça. En plus rouge sur rouge, je n'allais pas voir, mais on essaye de passer comme ça, on pince ici et on pousse. Alors l'inconvénient du découvite, c'est qu'après il faut enlever tous les petits fils. Alors par contre ça découvre vite, hein. Ça porte bien son nom, ça il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai installé ma petite machine, j'ai fait tous mes petits réglages qui n'ont pas changé, hein. Finalement c'est les mêmes que tout à l'heure. J'ai fait ma petite canette. Ici, comme on va utiliser un point de surpiqûre et que dans ce point là il n'y a pas de point d'arrêt, contrairement à ce qu'on avait fait tout à l'heure, je prends une bonne longueur de fil ici, je tire, puisque ce fil là va nous servir ensuite à coudre. Donc voilà, il nous faut une longueur nécessaire pour pouvoir enfiler une aiguille et faire une petite couture. Ici, j'ai fait passer mon petit fil à l'intérieur, enfin je vais faire sortir d'un côté, entrer d'un côté, sortir de l'autre. C'est juste pour au début m'aider à accompagner mon ouvrage, puisque du coup on commence relativement au bord et on n'a pas, ici on peut pas l'attraper. Et comme je sais que moi ma machine elle est capricieuse quand il s'agit de démarrer sur quelque chose d'épais et que là en termes d'épaisseur on est pas mal, je sais que voilà elle va faire la tête, donc je prends ici, comme ça me permet quand la machine va se lancer de tirer un petit peu histoire de dégager le tissu. Une fois qu'il sera bien pris dans le pied, il y aura plus de problème, mais c'est pour bien démarrer. Alors, je vais pas entamer ma couture directement sur le bout, je vais l'entamer un peu plus, enfin, je vais l'entamer même directement sur
sur le biais. Voilà, alors avec mon aiguille, je vois, je la fais monter et descendre pour voir où est-ce qu'elle arrive. Voilà. Je la positionne bien là où je veux. Et je crois qu'on est pas mal. Alors, le mieux, pour ceux qui ne sont pas confiants, c'est au crayon de venir tracer un trait le plus régulier possible. Comme ça, vous pouvez bien suivre le trait avec votre petit repère sur le pied. Voilà, moi j'en ai pas fait, c'est pas gênant. Je vais juste y aller très doucement pour être sûr de ne pas partir dans tous les sens. On y va. Voilà, ici j'ai enlevé ma pince, du coup je fais bien attention de bien le maintenir en place avec les doigts, sinon il risquerait de se décaler. Voilà, du coup là j'ai fini, je viens couper encore une fois une bonne longueur de fil parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, je coupe, je range la machine et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on n'est plus qu'à quelques minutes d'avoir terminé notre guirlande et pour ça on va s'attaquer à la finalisation ici avec les petits fils qu'on a gardés de côté tout à l'heure. On va prendre une aiguille, un passe-fil. Je vais commencer avec celui-là, donc du coup en tout il y en aura 4 à faire. Ah, c'est ça que j'aime pas avec celui-là. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est venir faire un petit point invisible ici. Ah. Ici. Si la mise au point veut bien se faire. Bon, vous avez compris. Alors, je vais essayer de trouver la position la plus adéquate, comme ça me paraît pas mal. Ce qui va nous permettre du coup d'accrocher notre petit bout ici au biais, puisque depuis tout à l'heure on ne l'avait pas accroché, sauf ceux qui ont réussi à le prendre dans la couture. Moi avec mon pied qui fait des siennes, j'ai pas réussi. Hop. Voilà, on n'hésite pas à entortiller le fil à l'intérieur. Merci le chat de nous donner ton avis. Alors, je suis désolée si vous voyez pas toujours bien, mais du coup c'est parce que je mets le nez dessus et je deviens hors champ. Ok, celui-là on va le laisser là. On va le faire la même chose avec l'autre, de l'autre côté.
Et voilà, il va plus nous manquer qu'un petit coup d'enlever les fils déjà, enlever tous les petits fils. Ensuite, un petit coup à la machine pour retirer les traits de construction, parce que moi j'en avais fait certains au feutre à l'eau noire, comme ici par exemple. Je m'étais complètement ratée. Du coup ça se voit, mais ça partira à la machine. Hop. Voilà, du coup on a bien travaillé, on n'oublie pas de se féliciter pour avoir réussi à mener ce projet à terme de A à Z, d'avoir fait un super... Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel atelier.